Monsieur Antonio Guterres. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, tout d'abord, je voudrais remercier les États-Unis ainsi que vous-même personnellement pour avoir convoqué cette réunion. La situation dans la péninsule coréenne est l'une des questions les plus graves et les plus anciennes dont est saisie l'Organisation des Nations Unies. Le Conseil de sécurité a adopté pour la première fois une résolution sur la République populaire démocratique de Corée, RPDC, sur la question nucléaire de ce pays en 1993, lorsqu'il a demandé instamment à la RPDC de ne pas se retirer du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. 24 ans plus tard, et malgré d'immenses efforts, la situation défie toujours tout règlement. En réponse aux activités accélérées de la RPDC en matière nucléaire et de missiles balistiques, le Conseil de sécurité a adopté 2 résolutions relatives à des sanctions et s'est réuni 11 fois pour des consultations d'urgence depuis janvier 2016. Pendant cette période, la RPDC a procédé à 2 tests nucléaires, à plus de 30 tirs utilisant des technologies de missiles balistiques et a mené différentes activités liées à ces programmes de missiles balistiques et nucléaires. Ces lancements utilisant des technologies de missiles balistiques ont compris des missiles de courte et moyenne et intermédiaire, de portée courte, moyenne et intermédiaire, et des missiles balistiques tirés de sous-marins, ainsi que le placement de satellites en orbite. Ce sont là des violations claires des résolutions du Conseil de sécurité. Il n'y a pas eu de coordination de notification préalable à ces lancements, à part le lancement spatial de 7 février 2016, ce qui est également contraire aux règlements internationalement acceptés et aux normes internationales adoptées par l'Organisation internationale maritime et l'OACI. Ainsi, les aéronefs et les vaisseaux n'ont pas pu planifier leurs itinéraires pour s'écarter de ces activités dangereuses. Et les États adjacents n'ont pas pu promulguer des alertes ou des restrictions à certaines zones relevant de leur responsabilité. L'AIEA reste incapable d'accéder à la RPDC pour vérifier le statut de son programme nucléaire. L'agence continue de suivre la situation grâce à des images par satellite et à observer des éléments indiquant une production de plutonium ou l'utilisation des réacteurs de production de plutonium et une installation d'enrichissement avec centrifugeuse. L'analyse des images par satellite a également indiqué des activités continues sur le site des tests nucléaires. Et ce site qui serait maintenu en état d'alerte pour réaliser d'autres explosions nucléaires. La RPDC, de plus en plus, souligne l'importance de la dissuasion nucléaire dans sa doctrine militaire. Au 7e congrès du Parti des travailleurs de Corée en mars 2016, M. Kim Jong-un, président du Parti des travailleurs, a décrit le pays comme État responsable doté de l'arme nucléaire. Plus récemment, dans une déclaration faite à l'Organisation des Nations Unies, à la Commission du désarmement, le 3 avril 2017, en réaffirmant son appui à un désarmement général et complet, désarmement nucléaire général et complet, la RPDC a indiqué que le nucléaire était la politique de notre État. La RPDC est le seul pays qui a réalisé des tests nucléaires pendant ce siècle. Nous devons partir du principe qu'avec chaque test ou tir, la RPDC continue de faire des progrès technologiques dans sa poursuite d'une capacité nucléaire militaire. Monsieur le Président, je condamne dans les termes les plus vifs les violations répétées par la RPDC des résolutions pertinentes du Conseil. La poursuite continue par la RPDC de ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques, défiant les demandes répétées faites par le Conseil de sécurité pour qu'il renonce à ces activités, menace clairement la sécurité régionale et internationale et sape gravement les efforts internationaux en matière de désarmement et de non-prolifération. Je suis alarmée par les risques d'escalade militaire dans la région, y compris en raison de malentendus. Je suis particulièrement préoccupée par la possibilité que les efforts qui sont faits pour contrer ces activités déstabilisatrices de la RPDC résultent également à une rivalité plus grande des armes, à davantage de tensions, empêchant ainsi la communauté internationale de maintenir son unité et d'obtenir une solution pacifique.
Et il incombe à la RPDC de respecter ses obligations internationales. En même temps, la communauté internationale doit redoubler d'efforts pour gérer et réduire les tensions. L'absence de canaux de communication avec la RPDC pourrait être dangereuse. Un conflit armé dans l'Asie du Nord-Est qui a un tiers de la population mondiale, un tiers du PIB mondial, aurait des conséquences mondiales importantes. Nous devons éviter tout malentendu, toute erreur. Nous devons agir maintenant pour prévenir le conflit et parvenir à une paix durable. Cela implique que la RPDC s'abstienne d'autres essais et applique les résolutions du Conseil de sécurité et envisage la reprise du dialogue. Cela implique la réouverture et le renforcement des canaux de communication, en particulier entre militaires, pour réduire les risques d'erreurs et de malentendus. Cela veut dire que tous les États membres doivent mettre en œuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. J'ai pris note de l'engagement du Conseil de sécurité à l'égard d'une solution pacifique, diplomatique et politique dans cette situation, des efforts déployés par les membres du Conseil ainsi que par les autres États pour faciliter une solution pacifique et globale grâce à un dialogue et de l'importance que le Conseil accorde à un travail visant à réduire les tensions. En tant que secrétaire général, je suis prêt à rechercher des solutions pacifiques. Je suis prêt à aider de toute façon, mais j'aimerais avoir des directives et une assistance de la part du Conseil de sécurité à cet égard. Monsieur le Président, je me félicite du fait que le Conseil comprenne l'importance des impératifs humanitaires dans cette situation. Le 21 mars, nous avons publié le document le plus récent sur les besoins et priorités de la RPDC. Cette année, 13 agences des Nations Unies et ONG internationales en RPDC demandent 114 millions de dollars pour répondre aux besoins urgents de 13 millions de personnes particulièrement vulnérables, soit la moitié de la population du pays. Le peuple de la RPDC a besoin de notre générosité et de notre aide. Je demande également aux autorités de la RPDC de participer au mécanisme de droits de l'homme des Nations Unies et je leur demande de dialoguer avec la communauté internationale pour considérer la grave situation des droits de l'homme et pour améliorer les conditions de vie de sa population. Je me félicite donc de la visite effectuée par le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées en RPDC la semaine prochaine. Comme nous en avons parlé dans cette salle le 18 avril, l'amélioration de la situation des droits de l'homme non seulement protégera les moyens de subsistance et la dignité du peuple de la RPDC, mais également appuiera la sécurité et la stabilité à long terme dans la région et au-delà. Je voudrais conclure en soulignant notre priorité collective à l'égard de la prévention des conflits. Nous devons rester déterminés à rechercher des moyens pacifiques et diplomatiques de dénucléariser la péninsule coréenne. Je vous remercie. Je vous remercie.